C'est prémonitoire. C'est prémonitoire, oui. Ah, mais ça me donne envie d'aller voir Roland. On va aller voir Roland. Roland, c'est un personnage que j'admire beaucoup parce que vous savez le prénom qu'il a, le surnom qu'il avait à l'école. C'était le garçon qui était toujours chemise blanche, petit nœud papillon. Oui, oui, là, c'est son nœud papillon. Voilà, ça c'était Roland. J'ai une très belle photo de lui, d'Annie et d'Henri Beauchot dans sa gloire, comme ça, qui ressemble à Paul Newman avec ses cheveux en arrière, ses lunettes noires. Une très très belle photo. Et donc vous l'avez connu dans les années... oui, quand il était à l'IAD. Tout à fait, oui, dans les années... fin des années... Dans les années 70. Ah oui. Dans les années 70, oui. Mais vous avez des contacts privilégiés, entre guillemets, avec Annie Rech, avec lui, avec... Et oui, à l'époque, on travaillait ensemble. Voilà. Vraiment, la roulotte théâtrale, je crois que c'est même moi qui avait trouvé le nom, je crois. Je me souviens, en tout cas, oui. Parce que ça a été d'abord le théâtre roulotte, c'est ça. Et puis la roulotte théâtrale, oui. Après, c'est devenu la roulotte théâtrale, effectivement. Et on a fait des spectacles. Oui. On en a fait quelques-uns. Hein. Il y avait un spectacle qui était très audacieux. Ça s'appelait Hitler ou n'importe qui. Et je jouais Aloïs Hitler, le père d'Hitler. Dans ce spectacle, mais je jouais aussi d'autres personnages, parce que c'était l'époque où on était 16, mais il y avait 40 rôles. Donc je jouais Guderian, je jouais... Oui, c'était amusant, parce que... Et mon frère aussi, François, était impliqué dans le spectacle. On était tous les deux. On adorait le théâtre. On aime toujours le théâtre, oui. Et cette graine venait d'où? Du papa, de la maman cette curiosité de l'écriture moi, je crois que ça vient un peu de mon père, qui a toujours été un conteur formidable. D'accord. Oui. Je le raconte un peu dans l'ombre reportée. Ces après-midi où il commençait à raconter ses histoires, on voulait pas que ça s'arrête, quoi. Ça durait. Ma mère, qui avait déjà fait le dîner, avait débarrassé la table, remettait la table. Et parce que mon père continuait, puis on mangeait le soir. Et c'était vraiment un homme qui... Et en plus, il avait vécu des choses terribles, vraiment. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, le papa? Mais il a repris un peu l'usine de sa mère, qui était une entreprise de la grand-mère déjà. Oui. Et c'était une usine dans quel domaine? C'était qui fabriquait des aliments non périssables comme ça, et qui les fournissait toutes sortes de denrées à des collectivités. Oui, il y avait une margarinerie là-dedans. Donc c'était, voilà, c'était vraiment une petite entreprise dans laquelle ma grand-mère s'est inscrite très très jeune. Et puis alors que mon père a poursuivi jusqu'au moment où, parce que c'est un homme très inventif, il a commencé à développer des brevets qu'il avait pris. Et il s'est mis à construire des machines qui ressemblaient à des locomotives, parce que son dessinateur avait dessiné des locomotives. Et beaucoup d'idées, énormément d'idées. C'était même dans ses histoires, parce que là aussi, il nous a appris à raconter, mais aussi un peu à romancer, parce qu'à un moment donné, on s'est aperçu comme ça. On s'apercevait qu'il y avait de temps en temps une réplique qui arrivait dans une de ses histoires, mais qui était tirée d'un film de John Wayne. D'accord. Il y a un truc très amusant qui était un jour arrivé. Il racontait qu'un lieutenant français est mort à Martin-Roule, dans la chambre de ses parents. Et il avait vu ce lieutenant parce que c'était avant le combat de Gembloux, et il avait dit à ce lieutenant, il aurait dit à ce lieutenant, hein, vous allez en découdre, mon lieutenant.
Et le lieutenant lui aurait répondu: non, monsieur, c'est aujourd'hui qu'on meurt. Bon, mais ça, c'est aujourd'hui qu'on meurt, ça c'est Sitting Bull, quoi. Donc, il y avait un petit peu ça, il y avait l'imaginaire et le réel étaient bien mêlés, mais il racontait tellement bien. Et alors il y avait tous ces excursus comme ça qui nous amenaient ailleurs. C'était vraiment des très bons moments. C'est quand même bizarre quand on est 2 sur 3 à nous être mis à écrire. Enfin 2 sur 5, parce que, mais dans les œuvres. Mais le papa, il avait la main verte aussi. Il avait, oui. Et quand il est, quand il a arrêté son activité professionnelle, c'était pour, comment dirais-je, collecter, donc, de par le monde, les roses les plus parfumées. Donc, sur 24 000 espèces de roses, il y en a une centaine qui sont vraiment très, très parfumées. Et il est allé les chercher, mais vraiment partout. Il a réussi à les réunir dans une serre, et puis il a commencé à faire l'hybridation, donc il fait du mariage de roses. Et il a créé de très très belles espèces, mais très parfumées. Mais c'était toujours une espèce de pari génétique, parce que bon, c'est comme... Et vous avez pu encore garder des plants? Moi j'ai quelques plants, oui, j'en ai 8. D'accord. Et il y a eu des choses très jolies qui se sont passées. À un moment donné, il avait créé... Bon, c'était quand il créait une rose, il l'adressait à une femme, à une de ses petites filles, à quelqu'un, ou à ma mère, ou à une amie de ma mère. Et il avait fait... Bon, il avait eu une obtention qui était très, très jolie, une très belle rose, qu'il avait appelée du prénom de ma mère, du petit nom de ma mère. Et voilà, cette rose avait été mise dans un concours, mais enfin bon, s'en souciait pas trop à l'époque parce que ma mère n'allait pas bien. Et puis alors, ma mère est décédée. Vous aviez quel âge à ce moment-là? Pardon? Votre maman, quand elle avait 73 ans. Et vous aviez? Oui, moi j'avais 48. D'accord. Et alors, la semaine qui a suivi le décès de ma mère, mon père avait le premier prix de bagatelle avec cette rose-là, qui était la nanette. Oui. Prénom de ma mère. Donc c'était assez fou, quoi. Oui, encore une espèce de petit signe, oui, voilà, un petit signe, cette rose qui est reconnue, comme ça. Et j'ai cette rose, j'en ai une autre aussi qui est somptueuse, qui s'appelle l'Ananda, oui, du nom du monastère où était ma petite sœur, qui est sœur en Inde. À l'époque, elle était en Inde. Donc voilà, ce sont des petites choses comme ça. Et c'est des petites choses qui nous donnent vraiment un bel aperçu de la présence des morts dans le monde des vivants, dans notre monde de vivants. Oui. Je trouve que si on est un peu attentif, on se rend compte qu'il y a plein de choses comme ça qui pimentent, qui pimentent nos existences. Il y a quelque chose un petit peu où je suis curieux d'avoir votre avis, ou bien de soulever un souvenir. Donc on est là sur cette chaussée qui va de Charleroi vers Fleurus. Oui. Vous avez la propriété qui est là sur la gauche, que vous connaissez. Et un beau jour, vous voyez Florent avec une brouette chargée. Ah, oui. Est-ce que vous vous souvenez de ce paysage avant le bois? Ah oui, tout à fait. Oui, j'ai gardé très très bonne mémoire de toutes les étapes. Mais ce qui me frappait dans cette décision qu'il a prise, c'est que je me dis, il a 75 ans, c'est magnifique, mais enfin, il ne verra pas ces arbres. Hein. Donc, pour moi, planter un bois, c'était une affaire d'homme jeune. À un moment donné, on s'arrête et on peut regarder ces arbres. Voilà. Et ici, c'était pas pour lui qu'il le faisait, c'était par rapport à tout une modernisation à outrance qui avançait, etc. Et il voulait s'isoler, refaire fermer un peu le domaine.
mais il le faisait joliment, c'est-à-dire qu'il y a bon, un tulipier, enfin, alors c'était des petits arbres, donc il les protégeait bien, et il a fait ça pendant des mois. Oui, parce que et puis l'année d'après, il a fait horriblement chaud. Voilà. Donc, et c'était un bois de quelle essence qu'il a planté? Oh, il y a du, oui, non, il y a du chêne, du persistant, des taureaux, du frêne, enfin c'est un peu de... Et alors au milieu de tout ça, des fruitiers. Oui. Souvenez-vous, on est dans les années 50, il n'y a pas encore d'autoroute, les champs sont encore là, puis on voit les premiers, je vais dire, arpenteurs qui viennent voir, les premiers géomètres qui viennent, puis vous voyez les premiers bulldozers, vous vous souvenez de cette époque où ils ont commencé les travaux? Moi je me souviens très bien du moment où ils ont ratiboisé le terril qui était tout proche, puis Marquis, pour l'étendre en dessous, l'autoroute qui était... C'est une absurdité, ça coûtait une fortune. Ça crée dans le paysage une espèce de route surélevée, et donc le bruit il est porté à des kilomètres. C'était n'importe quoi. Alors qu'un terril, c'est bien quelque chose qui entre joliment dans un paysage aujourd'hui. Ce sont les terrils, heureusement qu'on les a à Charleroi, parce que sinon on serait dans une espèce de ville plate comme ça. Oui, tout à fait. Enfin, moi je me souviens de cette époque-là parce que bon, on faisait beaucoup d'équitation à ce moment-là. Donc, partions de Gosselies, évidemment, on avait le champ libre pour aller vers Tamines et les autres, tout ça, où il n'y avait rien, pas un chat. Parce que c'était vraiment encore balisé. Ça, c'était toute une époque. Hein. Dans le roman, je raconte effectivement que mon père nous faisait monter en haut de la ferme et disait, là-bas au fond, là, ce truc-là, triangulaire, c'est le lion de Waterloo. Donc on voyait un peu à perte de vue. À perte de vue, dans la région, tout à fait. Pas très bâti. Mais quand on voit comment tout ça s'est transformé, je comprends qu'il ait voulu refaire un cocon ou tout. Mais je crois que ça allait plus loin. C'était aussi... Oui, il avait lu Giono. L'homme qui plantait des arbres. Oui, et il y avait quelque chose. Il avait, comme vous disiez, cette main verte là. C'était un persévérant. Et moi aussi, je l'ai. Moi, cette année-ci, si je ne plante pas ma centaine d'arbres, je ne vais pas être bien. Parce que c'est une telle récompense, un arbre. Hein. On a un petit machin comme ça qu'on protège, et puis à un moment donné, c'est lui qui nous protège, il est là, il prend de l'ampleur. Oui, parce que ce que j'aime bien, c'est aussi ce qu'on retrouve dans votre écriture aussi, c'est l'amour du bois. Quand vous allez récupérer un vieil escalier ou une vieille porte. C'est la matière, la façon dont vous la décrivez. Oui, et puis alors derrière cela, derrière cet objet récupéré, il y a les mains de quelqu'un d'autre. Et les pas qui ont usé. On est nouveau dans les mains de quelqu'un d'autre. Et ça me parle, moi qui étais... Bon, j'ai quand même beaucoup travaillé sur des monuments anciens, en France notamment, et quand j'étais dans les charpentes, je voyais les charpentes marquées, je voyais... Ça me transporte comme ça, je me dis quand même, l'homme, quand il fait des choses, il rachète les autres. Hein. Oui. Comment vous est venue l'idée du premier verre que vous allez travailler? Quand est-ce que vous découvrez cette matière tout compte fait? À Maritsu. À Maritsu. Donc, et je crois vraiment que c'est dans cette chapelle abbatiale, je ne sais pas si vous la connaissez, donc c'est une chapelle néogothique avec des vitraux un peu, la Viollet-le-Duc comme ça, des dessins assez clairs, assez nets, des couleurs vives. Et je me revois enfant, parce qu'on avait tous les jours la messe, hein, à 7h15 jusqu'à 8h, où on avait le petit déjeuner, donc c'est un passage obligé. Et je me revois, enfant, gamin, me mettre toujours un peu dos aux vitraux pour avoir, quand il y avait du soleil, les reflets des vitraux sur les murs, sur les bancs, sur mes petits camarades qui faisaient face, parce qu'on était autour de la chapelle, on longeait un peu les murs, et alors sur leurs chaussettes, sur le sol. Ça nous fascine. Et je me disais, c'est quand même...
c'est aussi une conversation, comme ça, il y a quelque chose de joli, de gentil, d'apaisant, de musical dans tout ça, ça me parlait. Et alors, à mon avis, c'est là que ça s'est vraiment amorcé. Il y avait dans un mur, où il n'y avait pas de fenêtre, une niche avec un fragment de Notre-Dame de la Belleverrière qui avait été fait par le père Duez. Donc, c'était là dans une niche. Et puis alors, des années passent. Des années passent, presque, allez, oui, j'ai envie de dire, oui, c'est une cinquantaine d'années passent. Et puis, il y a des transformations qui sont faites à Maredsous. La chapelle, mais enfin, les moines vont récupérer le bas de la chapelle, jusque 3 mètres, pour faire une salle d'ordinateur. Et en fait, le sol remonte de 3 mètres, mais il garde quand même une chapelle au-dessus, donc le dessus de la chapelle est préservé. Entre-temps, moi je ne suis plus trop retourné à Maredsous, mais l'abbé et un de ses moines partent à Dinan. Ils partent à Dinan parce qu'ils ont entendu parler d'un dinandier, d'un fondeur, et ils voudraient bien, pour cette nouvelle chapelle qui a été refaite au-dessus de la première, donc 3 mètres plus haut, donc on a monté d'un étage, ils voudraient bien un hôtel et ils voudraient bien un ambon, et aussi un tabernacle. Oui. Et puis ils vont là-bas, et puis je crois qu'ils sont un peu refroidis par les prix, ou je ne sais pas, ou est-ce que... Enfin bon, ça se passe pas très très bien. Et en repassant, ils arrivent devant l'hôtel de ville, où moi j'ai placé un saxophone énorme en verre, qui fait 5 mètres de haut, qui pèse 5 tonnes, qui est une pièce complètement folle. C'était à Paris, insensé, tout en verre. Et voilà, il devait y avoir une belle lumière, bref, ça leur parle. Ils rentrent, ils s'adressent à l'accueil, et puis à l'accueil, ils demandent qui a fait ça. Et à l'accueil, ils disent, ben, c'est un verrier de Fleurus, ça c'est Bernard Tirtiot. Ah, Tirtiot, ça s'écrit comment? Ils ne connaissent pas, ils ne connaissent plus les moines. Non, ils sont dans le... Voilà, c'était d'autres. Hein. Et puis alors, je suis contacté peu après par l'abbé qui va parler à ces vieux moines, vous connaissez un Bernard Tirtiot. Ah mais oui, on l'a eu au collège quand il était petit, etc. Donc il me contacte, et alors moi je suis évidemment très touché, parce que je me dis, j'écris à l'abbé, écoutez, c'est quand même incroyable. On me demande de faire l'hôtel Lambon pour une chapelle où j'ai eu ma vocation de verrier il y a 50 ans. On parlait d'hasard, hein, et alors j'ai fait cet hôtel, donc, parce qu'on est presque à fleur d'une rosace, une assez belle rosace comme ça, très colorée. Mais je ne pouvais pas travailler un hôtel de couleur, je veux dire, c'était vraiment... Donc je vais travailler dans le verre le plus clair que j'ai, un verre cristal, et je vais faire cet hôtel, comme ça, quand le soleil se lève, et que traverse la rosace, waouh, l'hôtel, ah oui, il change, il est beau, oui. Et alors, même chose pour Lambon. Et alors, mais ça m'a vraiment fait quelque chose de travailler pour cet endroit-là. J'ai jamais pensé qu'un jour, on me rappellerait dans cet endroit-là, qui était vraiment... Et j'ai toujours eu ça avec des lieux comme ça. Allez, par exemple, Martin-Roux, j'y suis né, j'y suis toujours, à 30 mètres de... Enfin, je crie à 30 mètres de l'endroit où je suis né. Je suis vraiment dans... le vitrail, il est né à Maredsous, dans cette chapelle, et puis j'y reviens. Donc, il y a vraiment une drôle de façon de baliser l'espace comme ça, oui. C'est joli, oui.
Moi, Maretsu, c'est aussi un autre souvenir, c'est la bibliothèque de Maretsu. Ah oui, oui. Et là, j'avais rencontré, il venait à Knock aussi, c'est le père Daniel Mison. Daniel Mison, bien sûr, bien sûr. Je vois très bien tous ces moines. Voilà. Oui, Qui est venu, je veux dire, alors on a été invité, j'ai été chez lui, il m'a même offert une belle Bible que j'ai toujours ici. Ah, oui, et il venait chez sa sœur qui avait un appartement à Knock. Donc, on a correspondu, il venait me voir à la librairie, mais moi j'allais le voir. Il y avait Paul Pastelet, qui avait Ferdinand Boswick, il y avait plein. Il y avait énormément d'artistes parmi ces moines. Moi, ça m'a toujours frappé. Des gens qui étaient doués comme ce sont des savants. Ce sont des savants. Et ça m'a quand même très très fort marqué. Vous êtes un manuel. Oui. La première grosse coupure est venue quand? Oh, les coupures. Moi, je vous dis, elles sont perpétuelles. Elles sont journalières. Hein. Elles sont journalières. Oui, ce matin je soudais, et là je me suis un peu brûlé, mais voilà, mais j'ai besoin de ce... Oui, mais vous vous souvenez de ce truc? Moi j'ai été marqué ici, voyez-vous, j'ai été marqué, ça n'a rien à voir. Ça c'était de la gourmandise, évidemment. On voit encore les points du tricot et tout. Donc, mais quel est votre premier accident comme ça dans le travail? Mais écoutez, non. Et qui va vous dire maintenant, écoute, fiston, tu dois être prudent maintenant. Hein. Oui, non, j'ai déjà à un moment donné, j'ai eu des coupures franches, d'avoir essayé de rattraper une plaque qui s'était cassée, et alors voilà, je me suis coupé à la main. Un jour, là c'était un peu plus violent, comme ça, j'essayais, je faisais des essais par rapport à un collage, et j'ai un verre qui se brise et qui m'ouvre la joue, mais donc j'avais, quand je fermais, c'est plus que ça, quand je fermais la bouche, je pouvais respirer par cette espèce d'entaille dans la joue. Donc je vais chercher une pile d'essuie de cuisine, parce que je saignais comme un bœuf, c'était pas possible. Et je suis amené à l'hôpital, comme ça, on me suivait à la trace, tellement ça saignait. Et alors, je suis amené donc aux urgences, et il y avait là une femme médecin, flamand, qui s'appelait Hildegarde, ou un nom comme ça, mais enfin, et qui va d'abord me dire qu'elle avait lu mon livre. Et puis alors, la deuxième chose, c'est qu'elle n'aime pas du tout la couture. Ah voilà. Mais c'était ce qu'elle devait faire, recoudre à l'extérieur, à l'intérieur. Mon sourire qui avait été multiplié par 2. Et alors, elle m'a mis 18 points de suture pour refermer la blessure. Mais c'était... Voilà. Ça fait partie quand même des risques du métier. Oui, on est tout le temps... Alors il y a ça, alors il y a l'autre qui est très amusant aussi, c'est celui qu'on décrit dans le livre ici, où vous êtes sur cette échelle, en train de commencer à faire le balancier, puis vous décidez de vous mettre de l'autre côté de l'échelle, puis boum. Donc vous avez quand même vécu des moments ah oui, non, j'en ai eu... fragiles. Oui, sur le toit de Châtelet. Voilà. Hein, c'est du cuivre. Oui. C'est du cuivre. Bon, c'est toujours la même chose. Quand on fait des restaurations, comme ça, on travaille en face, puis il y en a une un petit peu à droite, là, ou un petit peu à gauche, et là on commence à faire un piquage, mais on est mal mis, on est un peu penché, etc. Mon échelle glisse latéralement. Là, dévalant, je suis arrivé sur le... Une corniche, oui. Oui, je suis arrivé sur la corniche, et je me suis trouvé, on voit dans les films, mais je me suis trouvé à l'époque suspendu dans le vide, de bras, parce que et je suis remonté, voilà, c'était pas très grave, mais j'étais quand même presque tombé, quoi. Bon, j'aurais pu me faire mal, quoi. J'étais quand même sur la haute nef, hein, donc glisser sur la basse nef et puis descendre et puis arriver en bas. Oui, on peut quand même se faire mal. Ah oui, puis je serais tombé, c'était fatal. Là. Je ne crois pas que j'aurais pu survivre à ça, mais c'est tout à fait étonnant ce qui s'est passé à Wépion.
Aussi par rapport, j'ai envie de dire, à la présence de l'autre. On dit toujours, oui. Hermine est là qu'elle flotte, et c'est cette présence-là qui est là aussi. Il y a quelque chose, oui. Et en plus, ce côté vertical, comme ça, qui est un peu, hein, on parlait tout à l'heure de la cathédrale de Verre, la verticalité de cette échelle, ça revient tout le temps. Oui. Oui, parce que je suis quelqu'un qui est plus dans le vertical que dans l'horizontal. Je voyage pas énormément, je suis à Martin-Roux, mais dans une forme de verticalité aussi. Oui. Et l'homme de plume, le sculpteur, il peut sculpter, il fait une bêtise, il peut encore la rattraper. L'homme de plume, il peut raturer, il peut gommer. Le peintre, il peut ajouter la couleur. Mais l'homme du verre, comment va-t-il procéder? Comment fait-il? Et il prend un pari inimaginable, parce qu'encore une fois, il n'a pas la lumière tip-top qu'il aura lorsque l'œuvre sera placée et qu'on va voir justement la densité du nuage, l'intensité du soleil, qui va donner à ce moment-là un éclat. Oui. On ne sait pas le prévoir, ça. Mais on approche quand même, et on est souvent, c'est un peu comme la musique, hein, on reçoit plus qu'on ne donne. Donc vous pouvez anticiper, c'est comme vous dites bien la musique. Moi, il m'est déjà arrivé, d'aller un jour revoir, j'avais placé un baptême de Jésus dans le Jourdain, là, à Saint-Rémy, c'était à Montigny-sur-Sambre. J'étais à voir le vitrail, je n'avais pas placé à la même saison, et j'étais surpris, quoi. Je suis rentré dans l'église, c'est mes couleurs, tu vois, vraiment me posant la question. Mais comme j'avais tellement travaillé mon harmonie, j'avais tellement travaillé mes couleurs, j'étais arrivé à quelque chose qui chantait bien, qui chantait bien. Mais j'ai dû vraiment me mettre tout prêt pour dire, oui, c'est mes couleurs, mais elles vont super bien en automne, avec les arbres derrière, etc. Et il y avait quelque chose en plus, quoi. Et c'est un petit peu ça, c'est ça qui est fantastique. Non. C'est qu'on est là, on travaille une matière, et même un sculpteur, c'est la même chose, et puis suivant la manière dont l'objet est ensoleillé, etc., hop, ça vit, et ça se poétise d'une autre manière. Ça, oui. Donc moi, j'ai un peu eu ça à plusieurs reprises. Mes sculptures, j'adore la sculpture en verre plein, comme ça. Parce qu'effectivement, quand je regarde l'avant de ma sculpture, je vois l'arrière. Quand je regarde l'arrière, je vois l'avant. Il y a quelque chose comme ça qui traverse. Et alors, ça change. Mon atelier avec tous ces verres, c'est beau, quoi. Quand les lumières sont frisantes, comme ça, d'octobre, en mars, c'est beau, quoi. On rentre là et puis on s'arrête. Quel est le volume de l'atelier? Oh, il y en a un qui fait 200 mètres carrés, l'autre qui fait à côté, qui fait 70 mètres carrés. C'est grand. Et c'est où? Oui. Le grand atelier, oui, quand même. Tu as d'une grange? Oui. D'accord. Oui. Avec un pont roulant, parce que comme les pièces sont grandes, il faut pouvoir les porter. Quand on prend un panneau de verre de 400 kilos, l'épisode des poutres qu'on va déceler, c'est encore génial, ça. Mais ça, c'était encore un truc de verticalité. Oui, ça, je trouve ça... Oui. Moi, j'ai vécu un petit peu ça de très loin avec, son nom m'échappe, avec un sculpteur de Montigny-le-Tilleul, Martin Guyot. Martin Guyot, ah oui. Là aussi, c'est la verticalité, c'est la masse aussi impressionnante. Il fallait voir un petit peu lorsque les pièces fondues devaient prendre forme aussi, enfin devaient être assemblées. Vous connaissez Martin Guyot? Mais oui, enfin je le connais. Je l'ai rencontré. Hein. C'est pas comme sculpteur. Bon, Félix Roulin, il était lié à Maretsu et avec lui, j'ai plus de relations. Martin Guyot, je l'ai croisé. Partie des gens que j'ai croisés. De cette tour près du ministère du bâtiment des finances à Charleroi. Oui, c'est énorme, hein? Oui, mais c'est bien. Bon, il a bien été aidé par les fondeurs, mais... Oui. On a parlé lumière, on a parlé verre. Oui.
L'ombre portée. Mais c'est vraiment à prendre au pied de la lettre. C'est une ombre, c'est le poids de l'ombre que je porte. C'est peut-être ça qui m'a et qui m'amène, qui m'a amené à aller toute ma vie vers la lumière. Oui. Et bon, à un moment donné, il y a effectivement une espèce de conscience qui est prise que tout ce que je fais a une espèce de sens caché, que j'y ai été amené, et puis à un moment donné réapparaît cette grand-mère, Hermine, qui meurt en 49, alors que je nais 2 ans plus tard, de façon tragique. Et c'est un personnage bon qui va, oui c'est ça, qui va être souvent évoqué par mon père, mais voilà, j'ai envie de dire que je vais pas avoir une attirance extraordinaire pour elle, d'autant que comme ma mère ne l'aimait pas trop, j'ai pris plutôt le parti de ma mère en disant oui, mais je crois que ma mère a raison. Alors j'entendais un peu les 2 sons de cloche. D'un côté, c'est une femme extraordinaire, c'est une mystique, c'est une femme qui était d'une générosité hors pair. Et de l'autre côté, j'entendais, c'est une femme qui est dans son monde, mystique, très intolérante, très cassante quand il y avait la moindre déviation. Donc un peu un idéal de sainteté froid, comme on peut voir chez les grands mystiques, hein, les Saint Bernard. Hein, il y avait ceux qui l'adoraient et ceux qui trouvaient que c'était un monstre, qu'il obligeait tout le monde à faire comme lui. Donc on est un peu là-dedans. Mais je ne savais pas, c'est après, oui c'est ça, après l'écriture de plusieurs livres où je me dis mais c'est quand même étrange que je reviens tout le temps sur la Shoah, et c'est il y a eu un événement, il faut lire le livre, mais il y a un événement qui a fait que je me suis aperçu que... C'est une découverte pour vous, cet événement. Ah oui, oui. C'est une découverte. Oui, oui. Le fait que, alors que je montais une pièce autour des Zoom, il y a eu ces moments où mon père m'a montré ces pages, ces fameuses pages. Et vous n'aviez jamais entendu parler de cet épisode de votre grand-mère auparavant? J'avais entendu parler du fait qu'elle avait été présidente diocésaine de Caritas catholique, mais je n'avais pas, pas la finalité des choses, des rapports qu'elle avait eus avec cette... Je savais qu'elle avait caché, notamment avec la comtesse d'Outremont, elle avait caché beaucoup d'enfants juifs, un peu à gauche, à droite, pendant la guerre. Donc ils avaient toute une espèce de filière comme ça qui passait par des abbayes, des machins, des curés, pour cacher ces enfants. Mais elle a dû quitter le mouvement à la mort de son mari, donc et puis alors bon, quand elle s'est un peu inquiétée après la guerre du sort de ses enfants, on l'a rassurée, tout le monde a dit mais non, il n'y a eu aucun problème, ils ont réintégré la vie, etc. Et alors il y a eu, parce que ici moi je vais faire un peu le pont entre elle et moi, puisqu'on ne s'est pas connus, moi j'ai jamais touché, ma mère ne m'a jamais pris dans ses bras. C'est ça que... et ce pont va être rétabli par quelqu'un aussi qui arrive, mais de façon totalement surréaliste, quoi. Pourquoi je retrouve ce monsieur, ce bonhomme, quoi, qui vous avait pris dans les bras, tout compte fait étant petit. Mais lui il a pris quand j'ai eu mon accident, oui. C'est lui qui tenait ma jambe. Mais je veux dire, ce qui est complètement surréaliste, c'est que on m'amène chez toute une série de personnes qui me renseignent un tel, qui me renseignent un tel. Je tombe sur un
vieux bonhomme. Enfin, vieux, il n'était pas vraiment... Non, mais pour l'âge qu'on a à ce moment-là. Il était vraiment très abîmé en bout de course. Et c'est quelqu'un, c'est un familier. C'est quelqu'un, je sais pas, c'est quelqu'un qui a été pris un peu sous... Oui, c'est ça, qui a été protégé par ma grand-mère, et puis par mon père, et puis voilà. Et alors, en plus, je me souvenais d'un visage, mais très loin, de quelqu'un que j'aimais pas. Et j'étais toujours étonné, quand on est enfant, comme ça, il y a des gens qu'on n'aime pas. J'étais toujours étonné de voir avec quelle gentillesse mon père en parlait. Voilà. Oui, non, mais je ne vais pas dire son vrai prénom, parce que... Non. Mais il est... C'est un bonhomme, c'est un homme de bien, c'est un homme qui a souffert aussi, ça j'avais entendu à propos de lui. Donc voilà, quoi. Je n'ai jamais pensé que j'allais me retrouver là, parce que j'étais passé par quelqu'un de la fondation Schwitt. J'étais... Mais là, vous abordez justement quelque chose qui m'a intrigué au départ, c'est dans la reconstruction historique, mais de l'ambiance historique, ça m'a surtout, je vais dire, intrigué. Vous retrouvez ce bonhomme-là, mais il y a une chose qui est fort absente, et je la comprends, hein, tout au long du récit, et pourtant elle est là. Hermine, elle est là. Mais quel parfum pouvait-elle avoir? Hermine. Quelle odeur pouvait-elle avoir? L'odeur de sainteté. Non, mais vous comprenez? Parce que vous la décrivez tellement bien. Est-ce que vous n'avez pas pu, je veux dire, avoir cette odeur de biscuit, ou bien cette odeur de rose, ou bien cette odeur de plante? Est-ce que vous avez assimilé une odeur ou un parfum? Non, moi, c'est certainement l'encens que je sentirais. Voilà. Oui, c'est un peu plus ça. Oui, c'est ces odeurs que l'on trouve... Parce que cette dame, elle dégage quelque chose. Quand on se souvient, oui. Nous autres, on allait voir des cousines de mon père qui étaient nonnes à Liège et tout ça. Et on allait dans... Il y avait une des sœurs de ma mère qui était nonne aussi. Il y avait une odeur dans ces couvents. L'odeur des sœurs, l'odeur des pommes séchées sur des fils dans les greniers. J'ai un ami qui s'appelle Paul de Gobert. Il peint des pommes partout. Chez lui, ce ne sont que des pommes. Et ça me fait penser à Paul de Gobert. Et c'est vrai que c'est un parfum magique. Hein. Oui, c'est ça. Oui. Mais voilà, ça serait un peu ça. Ça serait un peu ça. Oui. Et ça, je me suis demandé, mais quel est le parfum de cette dame? Parce qu'elle est présente dans tout l'ouvrage. Et c'est ça qui est bien, c'est dans le récit que vous faites, c'est dans le travail de tous les jours. Puis à un moment donné, et Hermine apparaît, et puis elle raconte. Vous la racontez, elle se raconte. Ça, je dois dire, c'est une symbiose entre les deux, qui est une construction pour moi littéraire magnifique. Vous n'aviez pas encore goûté à ce style-là de plus tôt. Hein. À ce genre, je ne pense pas. Non. C'est un chantier difficile, parce que... Oui, je disais tout à l'heure que j'avais terminé d'écrire ce livre, puis je me dis, je vais garder ça, je le garderai pour mes enfants, peut-être pour la famille. Parce qu'il est très intime. Et puis, je le termine, donc le 31 janvier 18. En plus, c'était pas n'importe quelle date. Le 31 janvier 2018, mon père aurait eu 100 ans. Donc c'était son anniversaire. Je termine. Et puis, je le mets dans un tiroir vivant. Je ne vais pas l'envoyer. Et je résiste. Je résiste plusieurs mois. Et puis à un moment donné, je le reprends. Comme ça. Je le reprends, je le relis. Parce que je me dis, est-ce que c'est pas... Oui. Enfin, j'ai besoin en tout cas d'un recul. Je me dis, est-ce que ça parle pas trop de moi? Est-ce que c'est pas trop une fresque héroïque? Est-ce que je suis pas en train de je sais pas moi, de me lustrer le plastron, et puis alors,
je le relis et il me dit non, il y a 2-3 choses que je dois enlever. Ça, c'est clair. Et vous n'en parlez pas encore avec votre éditeur chez La Thèse? Non, j'ai pas encore. J'ai même pas dit à La Thèse. J'ai même pas dit à La Thèse. Vous avez toujours le même éditeur chez La Thèse? Oui, j'ai toujours Isabelle Lafont, qui est fantastique. Voilà. Fantastique. Donc elle ne vous suit pas, ou en est Bernard? Si, mais elle ne me pousse pas à sortir un livre obligatoirement. Et puis alors, je le relis et je dis, c'est juste. C'est un petit peu comme si j'avais vérifié une espèce de partition de musique. Je dis, c'est juste. C'est quelque chose qui est équilibré. Je ne suis pas parti dans... Allez, j'ai envie de dire dans une sorte de biographie où on met toujours quelqu'un d'important sur la photo. On est dans la chair de ce que j'ai pu traverser, dans la chair de ce qu'elle a pu traverser, dans la chair du domaine. C'est juste. Et alors là, en relisant, je me dis, ah, là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un pont. Créé un pont entre... Parce que, quelque part, je raconte un petit peu comment je répare. Je suis appelé à réparer cela. Je suis appelé à réparer un départ, je suis appelé à réparer quelque chose qui n'a pas pu être exprimé, quelque chose qui est resté une blessure terrible. Donc je suis amené à faire le transmetteur de quelque chose. À faire le transmetteur. Donc il faut que j'établisse un pont, que je fasse un pont. Et ce pont, finalement, il va m'être donné. Il m'a été donné comme ça. Je l'ai reçu du ciel. C'est Toby Rosenberg, ou Rosenstein, Rosen, qui va être ce pont, qui va faire ce pont entre les deux. Et alors, une fois que j'ai relu ça, je me dis, il y a quelque chose qui est mesuré, je vais quand même l'envoyer à Isabelle. Donc je l'envoie à Isabelle, le manuscrit, et je lui dis, écoutez, vous me connaissez, donc, mais ce que ce que je voudrais, c'est que vous le donniez à lire des gens qui ne me connaissent absolument pas, pour qui je suis voilà, nobody. Et c'est ce qu'elle a fait. Et alors, ces gens sont venus vers moi en disant ça parle au cœur, ça parle à l'universel, il faut l'éditer. Alors j'ai commencé à un peu m'inquiéter, je me dis, bon, je vais quand même le faire lire un petit peu autour de moi, ma famille, mais, parce que si je prends quand même une certaine liberté, hein, et c'est comme ça que les retours sont venus, et voilà, ils sont plutôt constructifs, quoi, parce que j'avais un vieux souvenir de la sortie de la déchirure d'Henri Beauchot, où il avait... Oui, c'est ça, il avait un petit peu révélé des choses, et je vois encore... Des histoires de famille, ça. Oui, je vois encore, c'était un des oncles, je ne sais pas, qui était là, avec les mains derrière le dos, et les poings serrés de rage. Ah, oui. Donc là, c'était autre chose. Il y avait... Mais ici, dans la famille, vous n'avez pas eu... Non, jusqu'à maintenant, non, même mon frère François s'est montré très positif. Oui. Il a reconnu, il a pu mettre une image. Oui, il m'a dit, oui, j'ai retrouvé la Dame Noire. D'accord. Oui, il parle. Ah, il a une écriture poétique formidable. Hein, oui, il adore. Oui. Non, ça se passe bien. Oui. Plus terre à terre. Le marché français, comment va-t-il? Vous allez être amené à aller en France, en parler? Vous êtes prêt à ça? Ça dépendra d'eux. Hein. Oui. C'est vrai qu'avec le passeur de lumière, c'était... C'est pas trop mangeur de temps pour vous de devoir aller à l'étranger pour en parler? Oh, si je dois aller là-bas, je vais rester une petite journée, puis je reviens. C'est ça, hein. Une petite journée. Ça ne m'empêchera peut-être pas de travailler le soir. D'accord.
oui. Bon, on va voir. Moi, de toute façon, oui, je n'écris pas ça pour ça. J'écris ce que je cherche, c'est l'authenticité, la justesse, quelque chose qui est en... Oui, mais justement, c'est là parce que ça, vous allez, je vais dire, vous apercevoir que les gens et la critique va être surprise de découvrir cette écriture, de découvrir toute la sensibilité, et surtout alors cette dame Hermine qui est là, vous la portez dans les bras. Hein. Mais ça me fait plaisir parce que quelque part, de temps en temps, je me fâche sur elle, je l'agresse un peu. Oui, sa dureté. Oui. Elle ne vous quitte pas, mais je pense qu'elle est en bonne compagnie. Ah. Et nous avons été en bonne compagnie pendant de longues minutes ensemble. En tout cas, je vous remercie. De moi aussi. Pour votre invitation. C'est très gentil. C'était une lecture qui m'a beaucoup marqué. C'est pour ça que je tenais vraiment à vous rencontrer, qu'on puisse en discuter comme maintenant. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.